Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time, émission spéciale cyclisme aujourd'hui avec retour sur les mondiaux à Zurich, les mondiaux qui viennent presque clore cette saison, notamment au niveau des grandes étapes, des grandes courses de cette saison 2024 de cyclisme. D'abord, on va annoncer le programme et ensuite on vous rappellera les résultats des 4 courses majeures, même si on parlera aussi d'un jeune Français qui peut justement éveiller un débat intéressant. Alors d'abord le programme, on va parler bien sûr de Tadej Pogačar, leader incontesté, incontestable cette saison, avec cette victoire en plus sur les mondiaux 2024. Ensuite, nous parlerons de la performance des Français, ou de la contre-performance plutôt des Français, avec Romain Bardet seulement 10e et l'abandon notable de Julien Alaphilippe en début de course. Ensuite, on pourra également revenir sur la saison et la performance de Ben O'Connor qui termine 2e de ces mondiaux 2024 sur la course en ligne. Et on terminera avec un petit récap de la course en ligne femmes avec la victoire de Lotto Kopecky. Donc d'abord un retour sur les résultats de contre-la-montre femmes-hommes et ensuite course en ligne femmes-hommes. Alors chez les femmes en contre-la-montre, c'est l'Australienne Grace Brown qui a gagné devant la Hollandaise Demi Vollering et Chloé Digert, l'Américaine, termine 3e. Contre-la-montre homme, c'est Remco Evenepoel qui réalise quand même une belle saison, on peut le dire. Ouais. On reviendra dessus également. Remco Evenepoel qui remporte ce contre-la-montre devant Filippo Ganna et un autre Italien, Edoardo Affini. Ensuite, la course en ligne dames, la victoire de Kopecky devant Digert et Borghini. Et enfin, la course en ligne homme, la victoire de Pogačar devant Ben O'Connor et Mathieu Van Der Poel qui était particulièrement attendu. Avec moi aujourd'hui 3 chroniqueurs qui vont pouvoir débattre et parler de ces championnats du monde. Corentin, salut Corentin. Salut Timothée, salut à tous, ravi d'être là. Mathieu également présent. Salut. Et Louis. Salut à vous deux et salut à Timothée. Et on va tout de suite démarrer avec Tadej Pogačar et écouter sa réaction notamment juste après la course. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Après ce genre de saison, je me suis mis beaucoup de pression pour aujourd'hui. J'ai eu la pression de la part de moi-même et de mon équipe parce qu'on est venu ici pour la gagne. Les hostilités ont commencé très tôt avec une échappée dangereuse. Je pense que j'ai fait une attaque stupide, mais heureusement j'avais Yann devant moi et je n'ai jamais lâché jusqu'à la fin. C'était une journée incroyable. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Parce que ce n'était pas spécialement prévu de sortir à 100 km de l'arrivée. Non, bien sûr que non. Le plan c'était de contrôler la course. Mais la course s'est décantée un peu tôt et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'y suis allé aussi. Et heureusement je l'ai fait, mais c'était très difficile. Un raid solitaire de plus de 100 km, Tadej Pogačar qui a tout écrasé sur ce tour. Corentin, ton avis sur la performance sur ces mondiaux de Tadej Pogačar? Monstrueuse, franchement monstrueuse, personne s'y attendait. Ça devient de moins en moins surprenant de la part de Tadej, même si là, il arrive encore, malgré tout, à nous surprendre en attaquant à 100 bornes. Peut-être que la prochaine étape, c'est 150 bornes, qui sait. Mais il nous avait déjà fait un raid, alors je ne sais plus sur quelle course, où il fait un raid de 80 bornes. Strade Bianche, où il l'emporte. Mais là, 100 bornes, dans des championnats du monde aussi difficiles, je rappelle quand même que la course faisait 270 km, attaquer à 100 km dès les premières hostilités, parce que ça a commencé avec Castrillo, qui a attaqué dans la première... La Bergstrasse, voilà, je voulais pas écorcher le nom. Ça commence dès les premiers tours de ce circuit. Et après, Tadej qui suit et qui nous fait un tour magistral. Donc franchement, sa performance est juste monstrueuse et il a prouvé qu'il était le meilleur coureur du monde. À 100 km de l'arrivée, Mathieu, quel était ton point de vue sur cette course? Est-ce que tu pensais que Tadej Pogačar pouvait tenir jusqu'au bout? Vu le bonhomme, je pensais qu'il pouvait tenir, mais je pensais surtout que derrière, ça allait mieux s'organiser que ça. Après, on l'a vu avec la Belgique qui a roulé derrière dans le tour suivant. Moi, je pensais que Evenepoel allait attaquer au pied de la montée de Vitikon, où Pogačar est sorti un tour plus tôt, parce qu'il n'y avait que 30 secondes à ce moment-là. Et je pensais qu'il allait revenir justement faire le jump sur Pogačar. Et là, ça aurait changé toute la course, mais il a attendu le sommet de la montée sur le replat pour attaquer. Et évidemment, tout le monde l'a suivi. Déjà, son erreur... on avait parlé en off hier, mais pour moi, son erreur, ça a été de ne pas accrocher la roue de Pogačar. Parce qu'il était mal placé. Il était mal placé. Non, mais
quand tu sais que Pogacar a la pancarte de favori numéro 1, pourquoi tu restes derrière, tu lui colles à sa roue pendant les 270 bornes. Là, il l'a pas fait. Première attaque de Pogacar, il n'arrive pas à suivre. C'est aussi ça, mauvaise stratégie de Remco. Et pareil pour Van Der Poel, mal placé à ce moment-là. Van Der Poel, pareil. Puis Pogacar a attaqué à ce moment-là parce que non seulement il se faisait harceler partout, ça commençait vraiment à partir dans tous les sens, mais aussi parce qu'il avait plus d'équipier. Domen Novak venait de s'écarter. Mais il avait plus encore... Roglic, mais Roglic en équipier, c'est pas trop ça non plus. Et du coup, il a préféré partir seul pour s'isoler. Puis la meilleure défense, parfois, c'est l'attaque, tout simplement, surtout avec lui. Et est-ce que la principale contre-performance de ces mondiaux, Louis, c'est Remco Evenepoel, qui était attendu peut-être pour concurrencer Tadej Pogacar, mais finalement, il a complètement manqué sa course. Complètement, pour moi, il a raté sa course, même stratégiquement, comme tu l'as dit, Corentin. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il le suive, qu'il soit à sa roue, et j'ai pas du tout compris comment il a pu se rester coincé dans le peloton, même constat pour Van Der Poel. Donc, non, assez surpris de cette concurrence qui, pour moi, a complètement raté leurs mondiaux. Alors, Van Der Poel a été 3e, et je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, au moins essayer d'accrocher Tadej. Mais ouais, pour moi, la grande déception, ça reste quand même Remco. Surtout qu'en plus, pour revenir sur la stratégie de la Belgique, ils envoient Lorenz de Plus en échappée, qui devait servir logiquement de tremplin pour Remco. Et au final, il a servi à rien. Il a servi à rien, si ce n'est peut-être lancer Pogacar encore plus, parce que Pogacar les a rejoints et après ça lui a permis de s'extirper encore mieux que ça. Donc voilà, le reste de plus, j'ai pas compris la stratégie de la Belgique, ni de la Hollande, des Pays-Bas. Enfin, il y a rien qui allait du côté de ces pays-là. On parlait aussi de Marc Hirschi, peut-être pour concurrencer, on ne sait pas, peut-être accrocher un podium au moins. Lui aussi, on peut parler, peut-être revenir un peu sur sa course. Mathieu, qu'est-ce qui a manqué pour accrocher un podium à Marc Hirschi ? Je pense que c'est surtout la mésentente dans le groupe derrière qui ont fait perdre du temps, parce que quand on voit son attaque dans le dernier tour, dans la Bergstrasse, il met 15 secondes à tout le monde en 300 mètres, 400 mètres. Mais sauf que il a tellement tout mis à ce moment-là que derrière il a coincé dans la Viticone. Mais il commençait à reprendre du temps sur Pogacar, mais ça allait être trop compliqué pour lui, il était tout seul, il pouvait pas rentrer. Mais il était fort, il n'est pas passé loin du podium non plus, ça finit au sprint. Mais déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de produire une accélération pareille après 270 km de course. Je n'en pensais pas capable de faire ça. Il était dans le groupe des humains, j'ai envie de dire. Non, mais t'avais l'extraterrestre Pogacar qui est un être à part, qui est extraordinaire. Et puis derrière, t'as le groupe des humains qui se battait. Clairement, on peut dire que Ben O'Connor aujourd'hui... c'est le meilleur des humains dans le peloton parce qu'il finit 2e d'une course comme ça aussi épuisante. Les gars sont arrivés, mais c'était hallucinant le nombre d'abandons qu'il y a eu, parce que forcément tu peux pas finir une course pareille. Franchement c'est hallucinant, et en plus il n'y a pas eu beaucoup de chutes. Bon, malheureusement on va parler après les peu de chutes il y en a eu une très importante. On en parlera juste après, justement, en parlant des Français, mais d'abord revenir sur du coup la saison rapidement de Pogacar. Victoire sur l'Estrade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, le Giro, le Tour de France, les mondiaux aussi en plus, au Canada aussi, on va peut-être en oublier un peu, mais au Canada d'ailleurs il fait quasiment un remake des championnats du monde en plus court. Non mais je veux dire, il fait aussi une belle démonstration. Ça le préparait très bien pour les championnats. Et donc après cette saison 2024 XXL de Tadej Pogacar, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui peut-être en 2025 de plus encore, si c'est possible? Si c'est possible de le faire plus, à part un triplé Giro Tour Volta, mais je pense pas qu'il va faire ça comme programme. C'est un extraterrestre, mais est-ce que ça a déjà été fait, un triplé Non, jamais dans l'histoire. Donc pourquoi pas Après, c'est pas tout de suite. Peut-être qu'il veut d'abord gagner une Volta. Ouais. Faire peut-être le doublé Tour de France Vuelta, c'est plus jouable. Je pense plus qu'il va faire ça cette année, mais l'année prochaine. Mais le triplé, on va attendre un peu, je pense. Parce que c'est un extraterrestre, mais pas quand même. Louis, à la place de Tadej Pogacar, qu'est-ce que tu ferais, toi? Non, moi je pense que je ferais, comme a dit Mathieu, Tour de France Vuelta, c'est plus à sa portée, et même physiquement, avec un Giro, il peut se cramer pour justement la Vuelta, donc non. Tour de France Vuelta, c'est pas mal. Pour refermer la parenthèse, la grande parenthèse Tadej Pogacar, après la course, Eddy Merckx a réagi à cette victoire en affirmant que Tadej Pogacar était au-dessus de lui à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Eddy Merckx, même si là on compare deux périodes complètement différentes, Corentin? Alors oui et non. Comme tu l'as dit, on compare deux époques différentes. Pour moi, il est plus fort dans le sens où l'époque d'Eddy Merckx, c'était pas la même.
On peut le dire, il n'y avait pas une aussi grande concurrence qu'aujourd'hui. Il y avait quand même du beau monde, hein, quand même. Il y avait du beau monde, mais Mathieu, aujourd'hui, oui. le peloton d'aujourd'hui est beaucoup homogène, plus... le niveau. Voilà, il est beaucoup plus professionnalisé qu'à l'époque d'Eddy Merckx, où clairement, tu avais trois hommes à part, et puis derrière, ça se battait un petit peu. Enfin voilà. Là, aujourd'hui, on sent que tout le monde peut rivaliser. Bon, Pogačar fait partie de ces coureurs-là, de ces coureurs qui ont un truc en plus, et il est au-dessus du lot. Donc ouais, je pense qu'il est un peu au-dessus d'Eddy Merckx. Maintenant, c'est pas la même époque, donc c'est difficile de les comparer quand même. Et justement, tu parlais de la concurrence. Est-ce que la concurrence, en ce moment, est assez importante pour rivaliser avec Pogačar, ou on manque quand même d'un coureur assez passe-partout qui pourrait rivaliser avec lui sur les classiques et les grands tours? Sur les classiques type flandrienne, il y a Van Der Poel, évidemment. En montagne, Vingegaard. N'oublions pas Van Aert, hein, même s'il est... Et Van Aert aussi, qui est tombé 2 fois lourdement cette année. Mais Pogačar, oui, pour moi, c'est le cannibale de ce siècle, quoi. Enfin, de ce début de siècle, en tout cas, on verra plus tard. Mais il n'y a personne qui rivalise avec lui. De toute façon, il est bon sur tous les terrains. Que ce soit en contre-la-montre, au sprint, il va vite. Est-ce qu'il n'y a pas des petits jeunes qui se démarquent et qui pourraient éventuellement avoir le potentiel pour rivaliser avec Tadej Pogačar dans les années à venir? En vrai... pour le moment, j'en vois pas. Moi, j'en vois pas, mais il est encore jeune aussi, il fait partie de cette génération-là, c'est Remco Evenepoel, qui peut peut-être un jour rivaliser avec Pogačar. Il l'a fait dans le Tour de France. Il a tenté de suivre Pogačar dans le Tour de France. On voit que c'est encore compliqué, mais Remco, c'est un coureur qui est encore en développement. Qu'est-ce qui lui manque pour l'instant encore? C'est de l'expérience et c'est ça. Aussi mentalement. Parce que physiquement, pour moi, il a l'un des meilleurs physiques du peloton. Mentalement, quand on regarde la course, pour revenir sur les championnats du monde, c'est le premier à faire des gestes d'humeur quand personne le relaie. Sauf que, écoute-moi, mais c'est le vélo, c'est la course. Quand personne veut te le relayer parce que toi, t'as la pancarte de favori, c'est juste normal. Donc il faut arrêter de s'énerver pour ça. Faut qu'il court plus intelligemment, parce que pour moi, s'il rate ses championnats du monde, c'est parce qu'il a couru n'importe comment. Il a loupé le coche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir suivi Pogačar dans l'attaque. Derrière, ça s'est mal organisé, mais pourquoi? Parce que lui, il voulait prendre les plus gros relais, et que quand il demandait aux autres de relayer, ils étaient là, mais mon gars, c'est toi le leader, donc c'est toi d'y aller, c'est à toi d'y aller. Et il sait pas encore courir intelligemment, c'est ça son problème. Il n'y a pas encore trop de choses à dire de négatif sur la saison quand même de Evenepoel, non. Avec 2 médailles d'or au jeu en contre-la-montre en course en ligne, une troisième place au... Mais n'oublions pas que Pogačar n'était pas là au JO, ça joue aussi. Oui, après, c'est tellement particulier comme course, quand on voit Van Der Poel et Van Aert... Deux grands favoris qui se font piéger bêtement par Evenepoel. Ah, mais bon. Pogačar aussi aurait pu se faire piéger. Pogačar aussi. On saura jamais. On saura jamais, effectivement. On saura jamais. Evenepoel qui a donc brillé au jeu. Les Français aussi avaient brillé au jeu avec 2 médailles. Mais sur ces mondiaux, c'était plus compliqué. Seulement un top 10 avec Romain Bardet qui termine 10e. Et franchement, c'est pas terrible. Par rapport à ce qu'on pouvait attendre de Thomas Voeckler, notamment, qui réalise souvent des masterclass. Et cette fois, c'était plus compliqué, Mathieu. Il y a une chose, c'est que je pense Pogačar, en attaquant à 100 km de l'arrivée, il a détruit toutes les tactiques de toutes les équipes. Du coup, on peut pas trop en vouloir à Voeckler sur ce point-là. Peut-être que Voeckler a peut-être pas assez anticipé le fait qu'il y ait un de ses leaders, Alaphilippe, qui abandonne tôt dans la course. Ça a chamboulé tous ses plans, je pense. Totalement. Il faut rappeler aussi que les coureurs n'ont pas d'oreillettes sur les championnats du monde, et ça peut aussi jouer. Oui, surtout quand ils ont été mis au courant, c'est sûr. Ouais. Ils ont été mis au courant. D'ailleurs, Voeckler a demandé à Bardet de prendre le rôle de leader d'Alaphilippe. On sait que c'est pas le même punch, c'est pas les mêmes qualités. Mais Bardet, c'est de la résistance, quelqu'un de très endurant. Oui, c'est ça. Je l'attendais à faire top 10, Bardet, tellement il est fort sur ce type de course, surtout quand ils sont lancés de loin. Justement, on peut l'écouter, Romain Bardet, on a ses réactions qui étaient forcément très émues après sa 10e place et assez déçu aussi. C'était pas mal aujourd'hui, mais voilà, on a pris un coup au moral en perdant Julien sur chute très rapidement. Après, j'ai été assez actif en début de course aussi. Et quand je vois qu'il me manque 200 mètres en haut du dernier faux plat pour basculer devant, cette énergie, je sais où je peux la retrouver. Donc, je reviens aussi de nulle part à 60 km de l'arrivée. Je suis dans le bon groupe et puis après je me suis fait un peu enterrer. Donc, je fais beaucoup d'efforts à contre-temps aujourd'hui. Et voilà, c'était, je pense, une course très dure. On a tous fait notre maximum, mais sur le résultat brut, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. Justement, il dit qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux. Est-ce que Louis, pour toi, il avait la possibilité peut-être d'accrocher une meilleure place, un top 6, voire peut-être un podium? Moi, je suis pas sûr. Au vu du contexte de cette course, tu as la chute, comme vous l'avez dit, de ton leader. Ensuite, un monstre qui part à 100 km de l'arrivée.
combiné à ça, je pense que et puis le manque d'oreillettes, de communication, etc. Je pense que l'équipe de France a fait ce qu'elle a pu. Gaudu, il arrive crampé, il en peut plus. Bardet, il arrive quand même à faire accrocher un top 10. Moi, je trouve ça très impressionnant. Et pour Sivakov, sur son son relais, on va dire, pour Pogačar, moi je pense surtout qu'il a suivi la philosophie, en tout cas que Thomas Voeckler veut prôner, une philosophie offensive. Il a essayé de le suivre, il a essayé même d'attaquer, de se dire je peux essayer quelque chose. Il n'a pas réussi, il a craqué vers la fin, je ne sais plus quel. 51 km Ouais, de l'arrivée. 51 km. Mais... Moi, je peux pas lui en vouloir. Au moins, il a essayé, mais avec ce contexte, etc., je trouve que c'est quand même déjà bien ce qu'ils ont fait. On peut parler aussi de l'attitude de Pavel Sivakov qui a donné beaucoup de relais à Tadej Pogačar. C'est évidemment son coéquipier chez UAE. Ouais. Ils sont ensemble dans la même équipe. Mais sur ces championnats du monde, il n'y a aucune raison de donner des relais pour un leader d'un autre pays. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette attitude de Pavel Sivakov, Corentin ? N'importe quoi. Franchement, moi j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que c'est en partie, je sais pas si c'est à cause de lui, mais en tout cas, il donne un relais monstrueux aussi à Pogačar. Il tente de le suivre, c'est bien, ok, on se dit, bon, pourquoi pas, vas-y, c'est la roue à prendre dans tous les cas. Dans un premier temps, quand je me suis dit, il a rejoint la roue de Pogačar, c'est parfait. Faut le suivre. Ça va être difficile, mais il faut le suivre. Mais quand je le vois prendre le relais, bah non, en fait. C'est pas toi qui as la pancarte de favori. Ton leader, il vient de chuter. Ton autre leader, il est dans le groupe de derrière en train de se bagarrer avec Gaudu. Là, ils en pouvaient plus pour essayer de revenir. Et toi, t'oses prendre un relais alors que t'as aucune chance parce que tu savais déjà que t'étais cramé. Il faut dire que quand il prend le relais, il vient déjà de passer les deux côtes dans un état déjà moyen. C'était plus que limite. Et Pogačar en plus, l'a attendu. Pogačar l'a attendu tellement il était cramé. Il ose prendre ensuite un relais et il en prend pas qu'un en plus, des gros relais bien appuyés pour Pogačar. Et excuse-moi, mais là, c'est Sivakov, il a juste pas compris que c'était pas le même maillot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup couru avec lui toute l'année. Je sais pas ce que lui a dit Pogačar dans l'oreille parce qu'ils se sont beaucoup parlé. Je pense qu'il y a une petite prime derrière, mais je comprends pas la stratégie en fait même de Thomas Voeckler en général. Hein. Peut-être un remerciement aussi de toute la saison. Mais excuse-moi, c'est championnat du monde. T'as envie de l'avoir le maillot arc-en-ciel ou pas? Enfin, c'est vrai, mais c'est peut-être ce qu'il a pensé pendant la course, plus. Pavel Sivakov. C'est quand même un de ses lieutenants. Au bout d'un moment, c'est à Pogačar de remercier Pavel en lui disant viens avec moi, je vais t'emmener, je vais te faire gagner. C'est pas Pavel de faire ça. Pavel, il le sert toute l'année en tant que fidèle lieutenant sur les grands tours. Au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Donc non seulement Pavel a fait n'importe quoi, mais je voudrais aussi revenir sur la stratégie de Thomas Voeckler. Comme tu l'as dit, Mathieu, t'as un plan B normalement. Alors si ton plan B, c'est de dire à l'arrache vas-y Romain, c'est toi le nouveau leader. Non, en fait, tu le prévois avant. Tu prévois avant que si jamais Julien, il lui arrive quelque chose, il faut forcément un plan B avec toute ton équipe derrière. Personne ne savait quoi faire, en fait. Romain l'a dit en interview post-course. Il le dit clairement. Dès qu'il y a eu la chute de Julien, on était tous perdus. Bah ouais, mais non, en fait, tu dois pas être perdu, tu dois savoir quoi faire. Et ça, pour moi, c'est un gros manquement de Thomas Voeckler. Est-ce que Julien Alaphilippe, sans l'abandon de Julien Alaphilippe, ça aurait pu changer la donne côté français? Peut-être Mathieu là-dessus. Peut-être pour un podium, mais Pogačar aurait quand même gagné, sauf s'il l'avait suivi dans la bosse, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il aurait été placé comme les deux autres, Evenepoel et Van Der Poel, on ne sait pas. Peut-être pour un podium, parce qu'il était vraiment fort. On l'a vu sur le Grand Prix de Québec et de Montréal. Il était vraiment fort, Alaphilippe. Top 10, c'était sûr. Podium, c'était largement jouable. Il aurait été dans le groupe de derrière, quoi. Oui, c'est ça. On saura jamais. Et... Puis Bardet a fait de son mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, il revient de nulle part parce qu'il était dans un troisième groupe. Il revient à 60 bornes de l'arrivée. Miraculeusement, on ne sait pas d'où il sort. Et puis, il s'est accroché comme un diable. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un de très endurant pour son dernier mondial en plus. C'est héroïque, ouais. Il finit quand même sur une bonne note, même s'il est déçu de lui. Ouais. Avant de revenir sur la saison et la performance de Ben O'Connor qui termine deuxième, on le rappelle, au classement général de cette course en ligne, il y a un autre Français qui a crevé l'écran sur ces mondiaux, Paul Sexas, un jeune qui était du coup chez les juniors, champion du monde en contre-la-montre, qui termine seulement 7ème, c'est une déception quand même sur la course en ligne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Paul Sexas qui est dans la Devo G2R, dans la U19, qui va rentrer directement l'an prochain dans la World Tour. Donc déjà, ça va être un grand pas pour lui. On sait que c'est un excellent grimpeur, très bon rouleur, il l'a prouvé. Il s'est d'ailleurs lui-même surpris en étant champion du monde sur un circuit, sur un parcours tout plat en plus et assez rectiligne. Et c'est un grand espoir du cyclisme français. Il y en a déjà qui, comme d'habitude, disent qu'il va gagner le Tour de France, mais il faut se calmer avec ses 18 ans. Mais oui, c'est un grand espoir. Et la AG2R
faut espérer qu'ils le gardent le plus longtemps possible. Ils savent bien développer leurs jeunes aussi. Hein. Oui, ils savent le faire, on l'a vu avec les paris peintres par exemple. Ils savent faire, G2R sait faire. Ouais. Et puis oui, c'est un grand coureur en devenir, mais faut qu'il prenne son temps, pas trop s'exciter trop vite. D'ailleurs, les médias aussi. Ouais. Faut pas qu'ils en fassent trop, comme on l'a vu Gaudu très rapidement, c'était vainqueur oui. du tour, Alaphilippe aussi. Donc. Et c'est aussi la médiatisation qui fait perdre un peu tout à certains coureurs, comme on l'avait Gaudu, comme tu l'as dit. Hein. Sans cette médiatisation, peut-être que Gaudu serait meilleur. En tout cas, là, il a retrouvé un meilleur niveau. On voit sa Volta. Voilà, il a retrouvé un meilleur niveau parce qu'il y a moins de lumière sur lui, moins de projecteurs sur lui. Quoi. Bon, on le suivra de près ces prochaines années en espérant peut-être le retrouver avec l'équipe de France aux mondiaux, mais cette fois chez les seniors. Ouais. Pour revenir du coup sur la course en ligne de ces mondiaux 2024 à Zurich et la performance d'un coureur qui était dans une équipe française cette année en 2024, Ben O'Connor. Il est toujours pour l'instant. Qui l'est toujours pour l'instant, mais qui devrait la quitter. On y reviendra juste après. Ben O'Connor, sa saison, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là et il termine. Il fait des mondiaux exceptionnels, une 2e place. Un petit mot sur Ben O'Connor. J'adore. Non mais j'adore, moi c'est un de mes chouchous de vraiment, enfin ça fait 1 ou 2 ans que c'est vraiment mon chouchou dans le peloton professionnel parce que pour moi il mérite beaucoup plus que ça. Encore une fois, en fait son attaque représente bien ce que le peloton pense de cet homme. Son attaque, quand on regarde bien, personne ne le suit. Personne tente quoi que ce soit. Pourtant, il reste 1,3 km quoi. Pourtant, il reste 1,3 km, tu te dis que c'est... Enfin, moi, quand j'ai vu son attaque, je me suis dit, c'est bon, hein, je crois, Mathieu, toi, oui, pareil, ça se voit direct quand on parle que c'est le bon coup. Tu vois que c'est le bon coup. Et pourtant, personne ne voit que c'est le bon coup, et ça résume bien Ben O'Connor, c'est quelqu'un que personne n'attend, mais qui à chaque fois fait des podiums. 13 jours en rouge sur la Vuelta, c'est pas rien non plus. Il était pas loin de la remporter, même si voilà, il y avait quand même pas mal de concurrence. Il y avait un petit peu de marge, mais... C'est quelqu'un que personne n'attend, cet homme, et à chaque fois il est là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une pépite, c'est mon chouchou, et je suis dégoûté qu'il soit plus à Decathlon à G2R l'année prochaine. On va écouter sa réaction après ces mondiaux, lui aussi très ému, Ben O'Connor. J'avais déjà fait de très belles courses cette année, donc je pense que c'est un podium mérité. Je suis vraiment fier. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ça aujourd'hui. Et je veux remercier mes coéquipiers qui m'ont motivé parce que je me sentais pas super bien dans les premiers tours. Ce sont ces petits discours qui m'ont remis dedans. À la fin, j'ai juste eu un très bon timing pour décrocher cette 2e place. Est-ce qu'on peut parler d'un petit coup de chance quand même sur cette 2e place, Mathieu ? 2e ou 270 km qu'on voit la course, c'est pas qu'un coup de chance. Ah mais je veux dire, dans le scénario, le fait qu'il parte, c'est que personne le suive. Il a attaqué au bon moment, et puis ça, il y a la chance qu'il n'y ait pas un Van Der Poel ou un Evenepoel qui le suive, mais sauf qu'ils avaient déjà sauté sur toutes les accélérations de Ben Van Der Poel auparavant. surtout. Van Der Poel, il sautait sur toutes les occasions. Oui. Il voulait vraiment ce podium Van Der Poel, il l'a eu, avec un énorme sprint sur la fin. Mais oui, Ben O'Connor, c'est pas que de la chance. Je pensais pas qu'il soit à un tel niveau sur autant de distance. On sait qu'il est très bon en moyenne montagne, on l'a vu sur la Volta quand il gagne son étape. Il est d'une résistance et d'une endurance folle. Ouais. Il est capable d'envoyer de la puissance, une puissance énorme sur de nombreux kilomètres. Mais franchement, il fait une saison dingue. 5e mondial quand même. On n'a jamais vu ça. Ouais, 5e mondial et l'un des plus sous-cotés du peloton, c'est quand même fou. Oui. C'est quand même fou. Plus le côté, et puis, comme on l'a dit, 2e de la Volta, 4e du Giro, 5e de Tirreno. Une saison exceptionnelle de Ben O'Connor, puis qui ira chez Jayco Alula l'an prochain, donc une grosse perte pour AG2R, mais un gros gain pour l'équipe australienne. Mais pas forcément pour lui. Après, il sera leader, ça c'est sûr, il sera leader incontesté. Il était déjà chez Decathlon. Après, il faudra qu'il s'habitue aussi quand on change d'équipe, c'est nouveau staff, nouvel effectif, c'est chez lui, vélo. C'est chez lui, ça c'est oui, mais ça change beaucoup de choses. Si juste un nouveau vélo, ça peut tout changer sur une saison. C'est vrai. On va revenir sur les mondiaux 2024 et la course en ligne femme, donc avec la victoire de Lotte Kopecky sur cette course en ligne. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette course, il y a des choses à dire, n'est-ce pas, Mathieu ? Des choses à dire, en premier, la tactique de on va y aller, on va y aller dessus. Qui franchement. voulait tellement gagner, elle, et pas les Pays-Bas, qu'elle a sacrifié toute chance pour son pays. Quelle honte. 3 fois, elle a largué Marianne Vos dans le dernier tour. Donc déjà, quand Marianne Vos qui avait anticipé en étant dans un groupe devant. Et puis qui était la plus costaud pour le sprint. Oui, mais c'est sûr. Surtout qu'au sommet de la dernière montée du Viticone, Vollering lâche Kopecky. Elle rejoint Vos, mais elle arrive à la faire péter dans un faux plat derrière. Ouais. Marianne Vos revient. Ouais.
Et en plus, Kopecky était à 15 secondes derrière. Si Vollering roulait sur un rythme régulier, Kopecky, pour moi, elle rentrait pas. Parce qu'en plus, elle s'était fait lâcher par Dijgaard. Elle était mal, hein. Elle était vraiment mal. Elle était vraiment dans le dur. Elle est rentrée grâce au fait que ça se soit regardé, car Vollering roulait n'importe comment. Ouais. Et puis, à un autre moment, elle relâche une nouvelle fois Voss, qui a failli rentrer en bas de la descente. Elle était revenue à quoi, 5 secondes. Il y avait un dernier faux plat, et Vollering en remet une à nouveau. Débile. Enfin, j'ai pas compris. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Je pense qu'elle a dû se prendre une soufflante du sélectionneur néerlandais. Hein. Franchement, si t'es sélectionneur néerlandais, tu la sélectionnes plus. Hein. Ah, Mais au final, ça se termine quand même au sprint, Louis. Enfin, c'est pas non plus une grosse déception, même si sur le papier, elle termine 5ème du coup au sprint de Vollering. Au final, son choix était peut-être pas si mauvais que ça, non ? Bah, il était pas mauvais pour elle, mais comme ils l'ont très bien dit, il était mauvais pour le Pays-Bas. Moi, tu représentes ton pays, tu lâches pas comme ça tes coéquipières, tu t'essayes de te battre un minimum avec elle, et puis je pense que même 5ème, elle aurait pu aller chercher mieux si elle avait joué plus collectif en tout cas. Ouais, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est compliqué de tirer du positif de cette. Je peux pas, hein. Elle a ruiné. Il faut quand même se rendre compte de la chose. Là, on parle pas de mauvaise stratégie des Pays-Bas, on parle vraiment d'une coureuse dans cette équipe qui a ruiné toutes les chances de son pays. C'est quand même fou. Parce qu'elle a un ego surdimensionné, parce qu'elle a raté le Tour de France pour, je crois, 4 secondes. 4 secondes, elle rate son Tour de France, elle voulait se rattraper là. Donc, comme elle a un ego surdimensionné, elle s'est dit, allez, là, je mise tout sur moi. J'ai Marianne Vos qui est beaucoup meilleure que moi en sprint, qui arrive à accrocher le groupe. Maintenant, je vais la faire péter aussi avec tout le monde. Et puis, je vais aller m'imposer en solitaire comme Pogacar. Sauf que, excuse-moi, mais t'es pas Pogacar. Et pour elle, c'est complètement une saison ratée, on peut le dire, pour. Elle est passée à côté, ouais. Oui, enfin, vu sa saison de l'an dernier, on peut dire qu'elle est passée à côté, ouais. Mais elle a quand même gagné Pays Basque, Burgos. Merci, mais elle a la pancarte à chaque fois de numéro 1, oui. Et elle fait n'importe quoi. Puis ses attaques, elles n'étaient pas très tranchantes non plus. Puis elle continue au train, mais évidemment, ça suit, comme c'est que des faux plats. Et au final, c'est Kopecky qui gagne, qui a pas placé un relais. Et qui n'a rien fait de la course, hein, mais qui oui, c'était loin d'être la plus forte. Voilà. Et puis à la fin, c'est elle qui gagne. Hein. Et pas les Pays-Bas. Ouais, bravo à elle. Ouais, bravo à elle. Et on va terminer cette émission avec le traditionnel jeu de l'émission. Alors le jeu consiste, dans cette fin d'émission, à trouver les 10 derniers Français dans le top 10 des mondiaux de cyclisme sur route. Ça va être dur parce qu'il y en a eu plusieurs. Les 10 derniers. Il y en a certains qui ont été plusieurs fois, à plusieurs reprises. Tu les comptes pas ceux-là. Enfin, tu comptes qu'un seul. Non, c'est 10 coureurs distincts. Ah, ok. Ok. Donc je vais commencer, je vais laisser Louis commencer. Ah yes. Alaphilippe. Oui, Alaphilippe, effectivement, ouais. Avec 2 victoires au championnat du monde. Mathieu. Bardet, 10ème cette année et 2ème à Innsbruck en 2018. Ouais, exactement. Vrai, 2018. Exactement. Corentin. Les 10 derniers. Ouais, les 10 derniers. Ah ouais. C'est encore facile hein, pour l'instant. Parce que j'allais dire un nom, mais j'allais dire avant. Ah. Je crois que je les ai. Enfin, peut-être pas les 10, mais allez, 5 secondes. Ah, attends. Attends. 2. Ok, je l'ai. Je te le donne tout de suite, maintenant. Non, mais là, tu gagnes du temps. allez. Thibaut Pinot. Ouais, Thibaut Pinot, il est là. Innsbruck. Ouais, Innsbruck, 9ème en 2018. Louis, un autre nom, peut-être. Je vais tenter un. Madouas. Madouas, non, il figure pas dans les 14e derniers. 14e ou 15e l'an dernier, mais il était pas top 10. Non, il a jamais fait de top 10 sur les championnats du monde, donc Louis est désolé, mais élimination. Mathieu, le prochain. On a eu Christophe Laporte. Voilà, Christophe Laporte, quand même. C'est ce que je voulais. Christophe Laporte. Ouais, je fais le plus évident. Ok, c'est bon. Vice-champion en 2022 en Australie. Dégoûté. Corentin. Je suis dégoûté parce que c'était celui que j'avais. Il y en a encore d'autres à trouver, franchement. Ceux-là sont plus difficiles à avoir. C'est un peu plus ancien, mais c'est quand même des grands noms du cyclisme français. Ouais, merci. Les années 2010-2020. J'ai envie de te le tenter, mais j'y crois pas une seconde. Je sens que je vais perdre là-dessus, ça me dégoûte. Il est sélectionneur maintenant, donc peut-être qu'il a fait une perf au championnat du monde, donc Thomas Voeckler. Non, et Thomas Voeckler figure pas dans le classement. Mathieu pour la victoire. Dégoûté. Après, il reste Galopin. Ouais. Attends, on va pas les faire les autres. Galopin, Sénéchal. Incroyable, Galopin, oui, c'est vrai. Bon, Mathieu, victoire écrasante pour ce jeu, bravo. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à Victoire à la régie. Et on vous dit à très vite pour d'autres émissions.